Et salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais revenir sur le sujet que j'ai abordé la semaine dernière en live, un live qui lançait mon programme de mini formation. Voilà, donc c'est un sujet sur l'exposition photo. C'était le sujet de ma première mini formation que j'ai lancé jeudi dernier en live. Malheureusement j'avais tout calé avant, c'est ce que je disais justement dans la vidéo Facebook, dans la vidéo Instagram aussi et dans le mail que j'ai envoyé à ceux qui sont abonnés à la newsletter de mon blog. Le lendemain, je me suis aperçu que le live il y avait eu des problèmes techniques, des erreurs, des problèmes de connexion internet. Pourtant, j'avais tout checké avant le live, mais bon, ça arrive. Je m'en suis aperçu en regardant le replay le lendemain, donc j'étais énervé, déçu, surtout pour vous, hein, parce que voilà, vous êtes nombreux à attendre ces mini formations. Et vu la qualité de l'image et la qualité du son qui sautait par moment, voilà, je peux comprendre que vous ayez eu du mal à suivre le live et surtout à suivre le replay pour ceux qui l'ont regardé en replay. Voilà, j'ai eu quelques retours de votre part et vous avez confirmé ce que moi j'avais vu le lendemain. Donc, ce que j'avais dit justement dans ces petites vidéos et dans le mail que je vous ai envoyé vendredi, c'est que j'ai essayé de faire des essais encore de mon côté pour voir si je pouvais améliorer cette qualité pour les prochaines mini-formations. Malheureusement, c'est beaucoup trop aléatoire. Voilà, des fois ça marche super bien, des fois ça marche vraiment pas très bien. Donc j'ai pas envie, l'aléatoire, voilà, c'est pas terrible. Donc j'ai pas envie que vous vous connectiez en live, fassiez l'effort de vous réserver un créneau pour finalement avoir une qualité vraiment médiocre. Donc je ne vais pas m'entêter plus sur les lives, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le programme, les sujets, ce que je disais encore une fois la semaine dernière. Je garde tout comme c'était prévu, mais je vais changer juste le format des vidéos, c'est-à-dire que je vais partir sur des vidéos enregistrées, comme ce que je fais pour cette vidéo-là. Mais je voulais garder cet esprit de rendez-vous, donc je vais garder le programme en entier, c'est-à-dire la date et l'heure à laquelle je devais être en live. Ce sera le moment où je publierai les vidéos sur ma chaîne YouTube, au moment où elles seront disponibles. Voilà, je voulais garder cet esprit un petit peu de rendez-vous. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu le programme détaillé et les sujets que je vais aborder, que j'ai sélectionnés pour vous, tout est expliqué, tout est détaillé sur mon blog, donc je vous mets un lien en description de la vidéo, hein, vous avez tout le détail et le programme et les dates à laquelle je vais publier les vidéos. Voilà, ça nous amène jusqu'à fin août. Comme il n'était pas question de laisser l'exposition photo avec une telle qualité, hein, avec le live, j'ai décidé de le réenregistrer également pour que vous puissiez en profiter dans les meilleures conditions possibles. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui n'ont pas réussi à rester pendant je crois que ça a duré 40 minutes. 40 minutes avec la qualité du live, je peux comprendre que vous ayez pas réussi à regarder le replay en entier. Donc c'est pour ça que je le réenregistre, que je prends le temps de vous le réenregistrer avec une meilleure qualité. Et parce que l'exposition pour moi c'est pour ça aussi que j'ai débuté mes mini formations par ce sujet là, parce que c'est la base de tout, hein, c'est les techniques de base en photographie, c'est le début de la création d'une création photographique. En tant que photographe, qu'on soit débutant, amateur ou professionnel, peu importe le niveau, on est obligé de composer avec la lumière disponible, on est obligé de savoir exploiter la lumière du mieux possible. Et pour ça, il faut savoir comment fonctionne l'exposition d'une photo, comment votre appareil photo mesure la lumière, mesure l'exposition, la calcule et vous la restitue dans votre appareil photo. Donc, l'exposition photo, c'est tout simple, j'allais dire, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir. Mais tout se construit autour de ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé moi sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. C'est ce que votre appareil photo utilise pour mesurer l'exposition et vous donner le résultat de sa mesure avant que vous preniez la photo. Donc on verra tout à l'heure comment il vous l'affiche sur votre appareil photo, mais c'est comme ça qu'il fait, il utilise le triangle d'exposition et le triangle d'exposition est formé par 3 paramètres et seulement 3 paramètres que vous connaissez certainement aussi, c'est l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Ces 3 paramètres servent aussi à travailler sur le rendu de vos photos, hein, que ce soit en termes de profondeur de champ, en termes de mouvement, hein, pour figer ou pour suggérer un mouvement sur une photo. Quand il s'agit de rendu esthétique, on peut dissocier ces paramètres, ces 3 paramètres. Quand il s'agit d'exposition, ils sont totalement indissociables, ils sont liés par ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Mais avant de revenir un petit peu comment fonctionne le triangle d'exposition, voilà, je voulais prendre avec vous
les trois paramètres de manière indépendante pour vous faire comprendre qu'ils agissent de la même manière sur l'exposition de vos photos. Donc on va commencer avec l'ouverture du diaphragme. L'ouverture du diaphragme qui, comme vous le savez peut-être, permet de gérer la profondeur de champ, donc la zone de netteté qu'on veut sur ces photos. Plusieurs solutions, soit vous ouvrez en grand votre diaphragme, donc c'est-à-dire un tout petit numéro, F2, F2.8 par exemple, F1.8, F1.4. Donc là vous avez une grande ouverture, donc une très faible profondeur de champ. C'est principalement utilisé dans les portraits, voilà, pour mettre en valeur un sujet, pour le détacher de l'arrière-plan. Ça fait des jolis flous d'arrière-plan, donc c'est vraiment très utilisé en portrait et ça fonctionne particulièrement bien. Ou alors vous choisissez une très petite ouverture du diaphragme, un grand 1, donc c'est un grand chiffre, F8, F11, F22 par exemple, voilà, c'est des très petites ouvertures qui elles permettent d'avoir une très grande profondeur de champ, donc une très grande zone de netteté. C'est principalement utilisé pour de la photo de détail, la photo de paysage, pardon, ou la photo de monument aussi. Donc voilà. Ça c'est pour le rendu, donc c'est pour ce qui agit sur la profondeur de champ. Mais l'ouverture du diaphragme, en parallèle de ça, joue aussi sur la quantité de lumière que vous faites rentrer dans votre appareil photo. L'ouverture du diaphragme, vous pouvez, pour faire une analogie très simple, pour que vous puissiez comprendre, vous pouvez la comparer à une porte d'entrée. Si vous ouvrez en grand votre porte d'entrée, vous faites rentrer beaucoup de lumière. Si vous entrouvrez la porte d'entrée, vous faites rentrer très peu de lumière. Plus vous ouvrez, plus vous augmentez la quantité de lumière que vous faites rentrer par la porte d'entrée. C'est exactement pareil pour l'ouverture du diaphragme. L'ouverture du diaphragme, vous l'ouvrez en grand, vous l'ouvrez en petit. Donc c'est comme une porte par laquelle vous faites rentrer de la lumière. Donc plus vous ouvrez en grand l'ouverture du diaphragme, donc F1.8 par exemple, plus vous faites rentrer de lumière, plus la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo est importante. Plus vous utilisez une petite ouverture, donc F8 par exemple ou F22, moins vous faites rentrer de lumière dans l'appareil photo. Donc il faut bien avoir en tête ça, c'est que plus vous ouvrez en grand, plus vous avez une faible profondeur de champ. Pour les portraits c'est idéal. Plus vous faites rentrer de lumière dans l'appareil photo, plus vous fermez votre diaphragme, plus vous augmentez la profondeur de champ et plus vous diminuez la lumière qui rentre dans l'appareil photo. Donc voilà l'ouverture agit à la fois sur la profondeur de champ et la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Maintenant la vitesse d'obturation, je pense que vous le savez aussi, la vitesse d'obturation permet de gérer le mouvement de votre sujet, donc que ce soit de suggérer le mouvement, c'est-à-dire faire des filets de mouvement sur vos photos, soit de figer complètement le mouvement d'un enfant en train de faire du vélo par exemple ou de la balançoire. C'est la vitesse d'obturation qui va vous permettre de le faire. Mais en parallèle de ça, de la même manière que l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation va vous permettre de gérer la durée pendant laquelle la lumière rentre dans l'appareil photo. Encore une fois, si on reprend l'exemple de la porte d'entrée, l'ouverture, donc si vous ouvrez en grand ou vous entrouvrez, c'est l'ouverture du diaphragme qui gère la quantité de lumière. Pour la vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle vous laissez la porte d'entrée ouverte. Donc, si vous laissez plusieurs secondes, la lumière va rentrer pendant toute la durée. Donc, vous faites rentrer beaucoup plus de lumière pendant plus de temps. Si vous entrouvrez que quelques secondes la lumière, vous faites rentrer moins de lumière dans votre appareil photo. Donc, la vitesse d'obturation, c'est pareil. Vous pouvez considérer, voilà, c'est un rideau qui est devant votre capteur photo. Au moment où vous appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo, ce rideau s'ouvre, fait rentrer la lumière par l'ouverture du diaphragme et se referme suivant la vitesse d'obturation que vous avez réglée. Donc, si elle est lente, ça fait comme ça, voilà, en grossissant le trait. Si elle est rapide, c'est très court. Donc, l'ouverture permet de mesurer, de régler la quantité de lumière qui va rentrer. La vitesse d'obturation, elle, permet de gérer pendant combien de temps la lumière qui rentre par l'ouverture va rentrer dans l'appareil photo. Donc, voilà. Plus vous avez une vitesse élevée, donc je ne sais pas, un 400e, un 4 millième de seconde pour aller vraiment très haut, moins vous faites rentrer de lumière, c'est-à-dire moins le rideau est ouvert, moins la porte d'entrée est ouverte longtemps. Voilà, si vous l'ouvrez, vous la fermez très rapidement. Plus vous utilisez une vitesse lente, donc je ne sais pas, un centième de seconde par exemple, plus vous faites rentrer, plus vous augmentez la durée pendant laquelle la lumière rentre dans l'appareil photo, donc plus vous faites rentrer de lumière dans l'appareil photo pour prendre vos photos. Et le dernier exemple, donc vitesse d'obturation pour rappel, hein, c'est gestion du mouvement et la durée pendant laquelle la lumière rentre dans l'appareil photo.
et la sensibilité ISO, qui est le dernier paramètre du triangle d'exposition. La sensibilité ISO est un petit peu particulière parce qu'elle n'a pas vraiment, voilà, elle n'a pas vraiment de rendu esthétique sur vos photos. La sensibilité ISO est là pour augmenter la sensibilité du capteur, donc dans votre appareil photo, à la lumière. C'est-à-dire, vous pouvez considérer que c'est un boost de luminosité. Voilà, vous augmentez la sensibilité à la lumière du capteur. Plus vous augmentez la sensibilité ISO, plus vous boostez la lumière qui est utilisée pour prendre la photo. Donc, l'ouverture, vous faites rentrer la quantité de lumière nécessaire, la vitesse, la durée pendant laquelle vous faites rentrer cette lumière, et la sensibilité ISO va permettre de booster toute cette lumière qui est récupérée à la fois par l'ouverture et par la vitesse d'obturation. Donc voilà, plus vous augmentez la sensibilité ISO, plus vous boostez la lumière qui est utilisée. En contrepartie, la sensibilité ISO, plus vous augmentez la sensibilité ISO, plus vous allez dégrader l'image, dégrader vos photos, dégrader la qualité de vos photos, le piqué de l'image. Voilà, les détails, tous les détails vont être un petit peu dégradés. C'est ce qu'on appelle le bruit numérique en fait. C'est un petit grain, donc plus ou moins important, suivant la sensibilité ISO choisie. C'est un grain numérique qui apparaît sur vos photos et qui dégrade l'image, qui permet d'être rattrapé en post-traitement, mais qui va lisser un petit peu les détails et vous allez perdre en piqué dans l'image. Donc ça, c'est important de le savoir. Et malheureusement, la sensibilité ISO, voilà, tous les appareils photo n'ont pas la même gestion de sensibilité ISO, c'est-à-dire que voilà, les appareils photo plus perfectionnés, ou en tout cas plus haut de gamme, permettent de monter beaucoup en sensibilité ISO sans trop dégrader l'image, alors que pour les appareils photo d'entrée de gamme, voilà, si vous montez déjà à 1600 ISO, vous allez commencer à avoir pas mal de grains sur la photo qui peuvent dégrader l'image et voilà, vous faire perdre en qualité. Donc tous les appareils photo ne sont pas logés à la même ancienne malheureusement sur cette partie-là, même si voilà, ils font vraiment de plus en plus de progrès sur ce sujet-là. Et les appareils photo maintenant, les derniers qui sortent, ont vraiment une gestion de la sensibilité, une gestion de la montée en sensibilité ISO qui est vraiment très intéressante. Et c'est notamment utile en basse lumière, voilà, quand vous êtes en intérieur notamment, de pouvoir monter en sensibilité ISO sans trop dégrader l'image. Donc voilà un petit peu chaque paramètre, voilà, l'impact qu'ils ont sur l'exposition. Donc pour rappel, hein, l'ouverture va gérer la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. La vitesse d'obturation, elle, va gérer la durée pendant laquelle la lumière rentre dans l'appareil photo. Et la sensibilité ISO, elle, permet de booster toute cette lumière qui rentre, voilà, qui rentre grâce à l'ouverture et la vitesse d'obturation. Donc voilà un petit peu. Le triangle d'exposition, lui, est là pour dire que voilà, tout est lié. C'est-à-dire que si vous bougez un paramètre, les deux autres vont forcément être impactés. Ce qu'il faut savoir, avant de rentrer dans les détails du triangle d'exposition, c'est que l'ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO ont le même impact sur l'exposition. Si je prends l'exemple de l'ouverture, par exemple, si vous doublez l'ouverture de votre diaphragme, vous allez doubler la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Donc vous allez avoir une photo 2 fois plus lumineuse. Pareil, si vous divisez par 2 l'ouverture du diaphragme, vous allez diviser par 2 la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Donc vous allez avoir une photo 2 fois moins lumineuse. Comment ça se matérialise sur votre appareil photo? Vous avez ce qu'on appelle une échelle d'exposition. Qui est en fait l'échelle, voilà, la graduation que vous avez dans votre viseur, dans le réticule de votre appareil photo. Quand vous allez prendre des photos, il y a tout un tas d'inscriptions sur le bas. Vous avez l'ouverture, la vitesse, la sensibilité ISO. Bon, il y a tout un tas d'autres choses suivant l'appareil photo que vous utilisez. Et vous avez cette échelle d'exposition avec en point central le point 0. Après, ça va dans le positif et dans le négatif. Donc là aussi, ça dépend de votre appareil photo, mais ça va de plus 2 à moins 2, de plus 3 à moins 3, de plus 5 à moins 5. C'est aléatoire. Mais c'est ça, c'est l'échelle d'exposition. Tout ce qui est en positif, c'est de la surexposition. Tout ce qui est en négatif, c'est de la sous-exposition. Donc votre appareil photo, lui, va utiliser les 3 paramètres, donc l'ouverture, vitesse, sensibilité ISO, pour mesurer l'exposition. Et c'est sur cette échelle d'exposition qui va vous afficher le résultat. À savoir que pour lui, l'exposition présumée correcte, donc présumée parfaite pour votre appareil photo, c'est l'exposition à 0. Alors attention, j'insiste là-dessus, l'exposition à 0, c'est pour votre appareil photo
celle qu'il juge correcte, parce que c'est ce qui lui permet d'avoir une exposition équilibrée. Pour vous, ce n'est pas forcément l'exposition que vous recherchez. Peut-être que vous allez avoir besoin de surexposer légèrement ou de sous-exposer légèrement, suivant le contexte de la photo. Si c'est du contre-jour, par exemple, donc il y a des contextes de luminosité qui peuvent vous demander de sous-exposer ou de surexposer un petit peu. C'est ce qu'on verra tout de suite après. Mais voilà, votre appareil photo, lui, va faire en sorte à chaque fois qu'il mesure l'exposition, si vous n'utilisez pas le mode manuel, de revenir sur l'exposition à 0. Maintenant, partons du principe que votre appareil photo mesure votre exposition, voilà, par rapport aux 3 paramètres, il tombe sur une exposition à 0. Et vous souhaitez doubler l'ouverture du diaphragme, comme je l'ai dit tout de suite. Donc si on double l'ouverture du diaphragme, on double la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Donc vous allez passer de 0 à plus 1. Et si vous divisez par 2 l'ouverture du diaphragme, vous allez passer de 0 à moins 1. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la graduation est importante, c'est-à-dire que quand vous passez de 0 à plus 1 sur l'échelle d'exposition, dont j'ai parlé tout de suite, vous allez doubler la quantité de lumière. Si vous passez à plus 2, vous allez multiplier par 4 la quantité de lumière. Et pareil dans les négatifs, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, quand vous modifiez vos réglages, quand vous doublez l'ouverture, donc quand j'appelle doubler l'ouverture, parce que c'est un peu particulier, l'ouverture, quand on veut agrandir l'ouverture, on diminue le chiffre. C'est-à-dire que vous passez de f4 à f2.8 par exemple, là vous doublez l'ouverture. Et il ne suffit pas de multiplier par 2 le nombre, hein, pas de passer de f4 et multiplier par 2 pour passer à f8. L'ouverture est un peu différente de la vitesse et de la sensibilité ISO. En fait, pour doubler ou diviser par 2 l'ouverture du diaphragme, il faut la modifier de 3 crans. Donc, je pense que vous ne l'entendrez pas sur l'appareil photo, mais par exemple, si je me mets à f4, je pense que vous ne l'entendrez pas au micro, mais je vais modifier 3 fois l'ouverture, ce qui fait que ça va m'amener à f2.8. Donc, vous placez à f4, vous faites 1, voilà, 3 crans. Alors, je ne sais pas si ça s'est bien entendu au micro, mais en faisant cette modification de 3 crans de l'ouverture, que ce soit en ouvrant plus ou en diminuant, à partir du moment où vous modifiez de 3 crans l'ouverture, vous divisez par 2 ou vous multipliez par 2 l'ouverture du diaphragme. Donc, si je passe de f4 à f2.8, j'ouvre encore plus mon diaphragme et j'ouvre de 2 fois plus mon diaphragme. Si je passe de f2.8 à f4, je divise par 2 l'ouverture de mon diaphragme. Donc, de f4 à f2.8, je multiplie par 2 la quantité de lumière qui rentre dans mon ouverture du diaphragme, qui rentre dans mon appareil photo. Donc, je passe mon exposition de 0 à plus 1. Si je passe de f2.8 à f4, je vais diviser par 2 l'ouverture du diaphragme. Donc, je divise par 2 la quantité de lumière qui rentre dans mon appareil photo. Donc, je passe de 0 à moins 1 sur l'échelle d'exposition. Donc, voilà, ayez bien ça en tête, parce que pour la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO, c'est exactement la même chose. La vitesse d'obturation, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus vous allez vite, moins vous faites rentrer de lumière dans l'appareil photo. Donc, si vous doublez la vitesse d'obturation, donc vous allez 2 fois plus vite, vous divisez par 2 la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Donc, sur l'échelle d'exposition, vous allez passer de 0 à moins 1. Par exemple, en passant de 1/200 de seconde à 1/400 de seconde. Si maintenant vous divisez par 2 la vitesse d'obturation, donc ça marche un petit peu à l'envers. Hein. Plus la vitesse est lente, plus vous faites rentrer de lumière dans l'appareil photo. Plus la vitesse est élevée, moins vous en faites rentrer. Donc, si vous passez de 1/400 de seconde à 1/200 de seconde, vous allez multiplier par 2 la vitesse d'obturation, donc diviser par 2, pardon, ça peut arriver de se mélanger, mais je répète. Si vous passez de 1/400 de seconde à 1/200 de seconde, vous divisez par 2 la vitesse d'obturation, donc vous multipliez par 2 la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Donc, vous passez sur l'échelle d'exposition de 0 à plus 1. Donc, c'est-à-dire que vous avez une photo 2 fois plus lumineuse. La sensibilité ISO, c'est exactement la même chose aussi, à la différence près que ça ne marche pas à l'inverse de la vitesse d'obturation. Pour le coup, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Plus vous augmentez la sensibilité ISO, plus vous faites rentrer de lumière dans l'appareil photo. Voilà, plus vous boostez la lumière pour reprendre les termes que j'ai utilisés tout à l'heure. Donc, si vous passez d'une sensibilité ISO à 200 et vous la mettez à 400, vous allez doubler la quantité de lumière qui sera utilisée pour votre photo. Donc, vous allez avoir une photo 2 fois plus lumineuse. Donc, sur votre échelle d'exposition, vous allez passer de 0 à plus 1.
Si vous divisez par 2 la sensibilité ISO, vous passez de ISO 200 à ISO 100, vous allez diviser par 2 la quantité de lumière utilisée, donc vous allez avoir une photo 2 fois moins lumineuse, vous passez de 0 à -1. Donc vous voyez que quand on double l'ouverture, qu'on divise l'ouverture, qu'on double la vitesse, peu importe ce qu'on fait, ils ont le même impact sur l'exposition. Et vous comprenez bien que quand vous faites le choix d'en modifier un, comme ils ont finalement le même impact sur l'exposition de votre photo, quand vous choisissez d'en modifier un, ça va forcément impacter l'un ou les deux autres. Si je prends un exemple concret, vous souhaitez figer le mouvement d'un enfant. Par exemple, un enfant qui est en train de faire du vélo ou faire de la balançoire. Souvent, l'erreur qu'on fait quand on débute en photo, hein, moi je le sais parce que c'est les erreurs que je faisais à mes tout débuts, on fait le choix on a entendu que plus on augmentait la vitesse d'obturation, plus on pouvait figer le mouvement facilement. Donc on se dit, bon voilà, je vais prendre la vitesse d'obturation la plus élevée possible. Donc voilà, certains appareils photo peuvent monter jusqu'à 1/4 millième de seconde. Voilà, comme ça je suis sûr qu'à 1/4 millième de seconde, j'aurai mon enfant qui sera parfaitement figé, le mouvement sera top, il n'y aura pas de flou de mouvement, ça sera génial. Le problème avec ça, c'est que si vous êtes en priorité vitesse, je le rappelle, en priorité vitesse, vous gérez la vitesse d'obturation et vous laissez l'appareil photo gérer l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO, mais pas en termes de rendu. Vous laissez la main à ces deux paramètres-là pour que l'appareil photo corrige l'exposition de votre photo suivant la vitesse d'obturation que vous aurez choisie. Donc, si vous prenez une vitesse d'obturation à 1/4 millième de seconde, forcément, vous allez créer une forte sous-exposition sur vos photos. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous laissez la porte d'entrée très peu ouverte. Donc, vous faites rentrer très peu de lumière. Donc, vous allez sous-exposer votre photo. Donc, l'appareil photo va forcément compenser cette perte de lumière. Et il va la compenser par quoi? Par l'ouverture et la sensibilité ISO. Hein, comme je le rappelle, le triangle d'exposition, c'est ces trois paramètres-là et ils sont liés. On ne peut pas les dissocier quand on parle d'exposition. Donc lui, ce qu'il va faire pour compenser ce choix excessif en termes de vitesse d'obturation, c'est qu'il va ouvrir en grand votre ouverture du diaphragme, donc celle certainement qui sera la plus grande, donc permis par votre objectif photo. Donc par exemple, s'il ouvre à f1.8 au maximum, il va ouvrir en grand l'ouverture pour récupérer un maximum de lumière. Et si ce n'est pas suffisant, il va aussi bouger la sensibilité ISO pour récupérer encore plus de lumière. Le problème que vous allez avoir ici, c'est que comme il a fait le choix d'ouvrir en très grand votre ouverture du diaphragme, vous allez vous retrouver avec une très faible profondeur de champ. À f1.8, ça peut se jouer sur quelques centimètres. Et prendre un sujet en mouvement, donc un enfant qui fait du vélo, avec une très faible profondeur de champ, ça va demander une rigueur vraiment importante au moment de la mise au point. Et vous risquez sur vos photos de ne plus avoir un flou de mouvement parce que vous l'avez géré avec les 1/4 millième de seconde, mais vous risquez d'avoir un flou de mise au point. C'est-à-dire que votre mise au point, si elle est faite sur le nez, sur l'oreille, vous allez avoir le visage qui commence à être flou parce que la zone de netteté est très très faible, due à la grande ouverture choisie par votre appareil photo pour récupérer un maximum de lumière. Et ça peut être aussi, à l'inverse, un choix d'une très grande sensibilité ISO, ce qui fait que ça va dégrader votre image alors que ce n'était pas forcément utile. Donc, le choix qu'il faut faire quand on a conscience que les trois paramètres sont liés, c'est-à-dire que quand on fait le choix de fixer la vitesse d'obturation, on sait que l'appareil photo, lui, va utiliser les deux autres paramètres pour compenser cette perte de lumière. Donc, ce qu'il faut plutôt faire, il faut avoir une approche plus intelligente de la chose. À partir du moment où on sait que ces trois paramètres sont liés, c'est choisir une vitesse d'obturation suffisante pour figer le mouvement de l'enfant, tout en ayant en tête qu'il faut qu'on garde un maximum de lumière quand même pour votre photo, pour que votre appareil photo derrière n'ait pas à choisir des valeurs extrêmes en ouverture et en sensibilité ISO. Donc par exemple, si je prends un exemple très simple, on se dit, voilà, par rapport au mouvement de mon enfant, je me mets à 1/4 centième de seconde au lieu de monter à 1/4 millième de seconde. 1/4 centième de seconde, je pense que je pourrais, en cumulant avec le mode rafale, voilà, faire des rafales de 3-4 photos, augmenter mes chances de figer le mouvement. Et je laisse suffisamment de temps à l'appareil photo pour récupérer de la lumière à 1/4 centième de seconde, ce qui fait qu'il va devoir compenser cette légère sous-exposition, mais sans devoir choisir des valeurs extrêmes. Ce qui fait que vous allez pouvoir gérer le mouvement à 1/4 centième de seconde et vous allez avoir une profondeur de champ beaucoup moins petite
parce qu'il n'aura pas eu besoin forcément de choisir une très grande ouverture. Donc voilà, c'est ce qu'on fait par exemple en manuel. En manuel, si vous faites exactement le même choix, vous faites un 4 millième de seconde, vous allez voir que vous allez être embêté derrière avec l'ouverture et la sensibilité ISO pour avoir une exposition correcte. Vous allez devoir utiliser une grande ouverture, monter en sensibilité ISO, alors que ce n'était pas forcément utile dans les conditions. Il suffisait de choisir une exposition suffisante pour figer le mouvement et suffisante aussi pour ne pas avoir à utiliser des valeurs trop extrêmes en termes d'ouverture et de sensibilité ISO pour rattraper l'exposition de la photo. Donc, ayez bien en tête ça, c'est vraiment le plus important. C'est pareil aussi en intérieur. Quand vous faites des photos en intérieur, vous vous dites voilà, je vais choisir la plus grande ouverture possible pour récupérer un maximum de lumière. Et ça, c'est le meilleur choix à faire parce que ça va permettre à votre appareil photo de jouer sur la vitesse et la sensibilité ISO, mais sans devoir utiliser une vitesse trop lente, ce qui fait que vous n'allez plus avoir de flou de mouvement, mais des flous de bouger. Hein. Il faut bien qu'il récupère la lumière quelque part. Donc voilà, tout est imbriqué. Quand vous bougez l'un, vous allez forcément impacter les deux autres parce que le triangle d'exposition est formé de ces trois côtés. Hein. Vous avez l'ouverture qui gère la quantité de lumière, la vitesse qui gère la durée pendant laquelle la lumière rentre et la sensibilité ISO qui gère la sensibilité à la lumière du capteur. Ces trois-là impactent de la même façon votre exposition et quand vous en bougez un, vous allez bouger les autres. D'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice en manuel. Vous gérez votre exposition, vous la mesurez, elle vous convient, vous faites des photos. Si vous bougez l'un, vous allez forcément avoir l'exposition qui va bouger et vous allez devoir compenser avec les deux autres paramètres qui vont vous permettre de rééquilibrer cette exposition. C'est exactement ce que fait votre appareil photo en mode priorité ouverture ou en mode priorité vitesse. Et donc maintenant que vous avez une idée plus précise de comment s'articule le triangle d'exposition et comment les trois paramètres fonctionnent entre eux, il est important de savoir comment mesurer la lumière, hein, parce que c'est aussi très important de savoir quel mode utiliser et dans quelle situation. Et pour ça, je vais vous parler de deux uniques modes que moi j'utilise pour faire toutes mes photos, que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est la même chose. Vous avez votre appareil photo, alors ça dépend encore une fois des appareils photo, mais globalement, il vous propose 3, 4, 5 modes différents. Sachez que vous allez en avoir besoin que de deux. Les deux seuls que je vais vous présenter dans cette vidéo vont vous permettre de couvrir la totalité de vos besoins en photo. Les autres modes sont des dérivés des modes que je vais vous présenter, mais globalement voilà, c'est pas forcément utile. Les deux modes qui sont vraiment importants de connaître et importants de maîtriser, c'est le mode de mesure évaluative ou matricielle. Voilà, ça correspond au même mode de mesure de lumière. Seulement, le nom est peut-être différent suivant la marque de votre appareil photo. Mais ce mode-là, c'est celui qui va couvrir la grande majorité des cas, 95 à 96% des cas quand vous ferez des photos. D'ailleurs, c'est le mode de mesure de lumière qui est paramétré par défaut quand vous achetez votre appareil photo, hein, c'est pas pour rien. C'est le mode de mesure de lumière qui fait sa mesure de lumière sur la totalité de la photo. Donc ça permet, voilà, à partir du moment où vous avez une lumière qui est homogène de partout, ça permet de couvrir énormément de cas, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Par contre, dans certaines situations, notamment dans des situations de contre-jour, donc c'est-à-dire dans des situations de fort contraste entre l'arrière-plan et l'avant-plan, donc votre sujet principal, le cas d'un contre-jour, hein, si vous avez votre enfant qui est devant une fenêtre et que vous souhaitez le prendre en photo, hein, imaginons que voilà, à l'extérieur, on soit en plein après-midi, donc ça soit éclairé par le soleil, vous allez avoir un arrière-plan très lumineux et votre enfant qui lui est à l'intérieur devant la fenêtre, qui lui est plutôt sombre par rapport à l'extérieur. Donc vous avez un fort contraste entre les deux plans. Là, la mesure évaluative va avoir du mal à faire l'exposition de manière correcte. C'est-à-dire que votre appareil photo, comme je l'ai dit tout à l'heure, va faire le maximum pour arriver à une exposition à 0. Donc lui, il va se retrouver à détecter des parties très lumineuses et des parties sombres, donc votre sujet principal qui lui est à l'intérieur de la maison. Donc il va essayer de rééquilibrer cette exposition pour arriver à une exposition à 0. Donc ce qui occasionne comme résultat un sujet souvent très sombre et un arrière-plan qui est clair mais qui n'est pas complètement cramé. Cramé, c'est-à-dire que c'est totalement blanc et on voit plus aucun détail dans les parties qui sont considérées comme cramées. Donc ça, votre appareil photo va faire en sorte de l'éviter au maximum. Donc vous allez avoir un sujet principal un peu sombre
et un arrière-plan qui est plutôt clair mais qui n'est pas complètement cramé. D'où, pour vous, ça sera une photo ratée. Pour votre appareil photo, ça sera une photo réussie parce qu'il a considéré qu'il était arrivé à une exposition à 0. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'exposition à 0 pour votre appareil photo, c'est une exposition réussie. Pour vous, ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend vraiment des situations. Donc là, dans un cas comme celui-ci, la mesure évaluative ne vous servira à rien. Il faut basculer sur la mesure spot. La mesure spot permet de faire une mesure de lumière de manière plus précise sur un point précis de votre photo. Et là, en l'occurrence, le point précis, ça serait le visage de votre enfant, par exemple. La mesure spot, c'est tout simple, ça prend, alors là aussi, ça dépend des constructeurs, mais ça prend entre 3 et 5% de la totalité de la photo. Donc, il se sert que de 3 à 5% de la photo pour faire sa mesure d'exposition, sa mesure de lumière. Pour ça, vous avez normalement dans votre viseur, quand vous prenez la photo, vous avez tout un tas de collimateurs qui vous permettent de savoir où faire la mise au point et qui vous permettent aussi de savoir où faire la mesure de lumière. Et autour du collimateur central, chez Canon, vous avez un cercle. Chez Nikon et Sony, c'est soit des parenthèses, soit des crochets. En tout cas, vous avez quelque chose qui délimite une zone autour du collimateur central. Cette zone, elle n'est pas là pour faire joli, c'est la zone qui permet de savoir où sera fait la mesure spot. Donc, prenons chez Canon parce que voilà, c'est un cercle, je sais que c'est un cercle. Autour du collimateur, vous avez un cercle. Tout ce qui doit être dans le cercle doit correspondre à ce que vous voulez vraiment, là où vous voulez vraiment mesurer votre lumière. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple du contre-jour, il vous suffit que l'intérieur du cercle soit sur le visage de l'enfant sans prendre tout ce qu'il y a autour, donc sans inclure de la luminosité de l'arrière-plan. Ça, faut bien faire attention, sinon ça va venir dérégler votre mesure spot. Donc si vous vous concentrez et vous mettez l'intérieur du cercle uniquement sur le visage de l'enfant, vous allez mesurer votre lumière uniquement sur son visage. Ce qui veut dire que vous allez exposer votre photo par rapport à votre sujet principal, en occultant totalement l'arrière-plan. Ce qui fait qu'en contre-jour, on obtient souvent un sujet qui est lui correctement exposé et un arrière-plan qui lui est blanc, très clair en tout cas, voire même cramé dans certaines situations de contraste vraiment très fort. Mais peu importe, en contre-jour, c'est ce qu'on cherche à faire. Et c'est pour ça que cette photo-là, avec un arrière-plan totalement cramé, est une photo ratée pour votre appareil photo, mais pas pour vous. Donc la mesure spot, elle vous permet ça. Elle vous permet d'obtenir ce genre de résultats. Après, comment faire en pratique? C'est tout simple. Que vous ayez une focale fixe ou un zoom, il faut arriver à ce que la zone pour la mesure spot, donc le cercle, englobe uniquement votre sujet principal. Donc là, si vous avez une focale fixe, il suffit de vous rapprocher de votre sujet, de faire votre mesure d'exposition, de mémoriser l'exposition. Donc là, vous avez un bouton dédié. Alors là aussi, les appareils photo ne proposent pas le même type de bouton. C'est soit une étoile, soit un bouton différent. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre documentation de l'appareil photo. Vous tapez, voilà, vous allez voir dans mémorisation d'exposition et vous allez trouver tout de suite l'info. Mais le but, c'est de vous rapprocher avec la mesure spot. Vous faites votre mesure d'exposition. Quand elle vous convient, vous mémorisez l'exposition. Donc là, logiquement, dans le viseur de votre appareil photo, vous avez une petite étoile ou un petit astérix qui doit apparaître, vous signalant que voilà, la mémorisation d'exposition a bien été prise en compte. À quoi sert cette mémorisation d'exposition? C'est que là, vous avez fait votre mesure sur un point bien précis, vous mémorisez, vous reculez et vous cadrez et vous faites votre composition photo et vous prenez la photo. La mémorisation d'exposition permet de dire à votre appareil photo, voilà, j'ai pris ma mesure d'exposition, maintenant elle me convient, je vais reculer, faire la mise au point, gérer le cadrage comme je veux, mais toi, tu ne me touches plus aucun réglage, que ce soit vitesse, ouverture ou sensibilité ISO, tu ne touches plus à mon triangle d'exposition. J'ai calé tout ça, j'ai fait la mémorisation d'exposition, je prends la photo et après, vous perdez la mémorisation d'exposition, elle est effacée à chaque fois que vous prenez une photo. Donc voilà un petit peu le but. Si vous avez un zoom à la place d'une focale fixe, il vous suffit de zoomer au maximum sur votre sujet, faire votre mesure d'exposition, la mémoriser, dézoomer pour faire votre cadrage et vous prenez la photo. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la mesure spot. Elle sert aussi pour des photos, je ne sais pas, de coucher de soleil par exemple, si vous voulez faire votre enfant ou votre famille qui est en train de regarder le coucher de soleil. Et on fait, voilà, il y a souvent des photos de silhouette avec un joli coucher de soleil en fond et puis les sujets en train de regarder le coucher de soleil, eux totalement noirs, donc c'est un effet silhouette. Là, la mesure spot va vous permettre d'exposer par rapport au coucher de soleil.
en occultant totalement le premier plan où se trouve votre enfant par exemple. Lui sera totalement noir, mais vous, ce qui est important, c'est d'exposer correctement le coucher de soleil. Donc la mesure spot va vous permettre d'exposer sur un point bien précis du ciel. Voilà, c'est vraiment des cas très particuliers, mais dans 95% des cas, c'est la mesure évaluative et la mesure matricielle qui vous sera utile. Vous allez voir, vous allez l'utiliser dans la grande majorité des cas. Et quand il y a un fort contraste, n'oubliez pas de basculer en mesure spot, sinon vous aurez beaucoup de mal à gérer l'exposition de vos photos. Que ce soit en mode manuel ou même dans le mode semi-automatique où là votre appareil photo va pédaler dans la semoule pour essayer de retrouver une bonne exposition. Et si c'est en manuel, vous allez aussi avoir beaucoup de mal à arriver à une bonne exposition si vous n'utilisez pas une mesure spot quand c'est nécessaire. Voilà pour les deux modes à utiliser, des modes de mesure de lumière. Et je voulais finir cette première mini formation sur l'exposition pour vous parler du réglage de correction d'exposition qu'il est important de connaître, notamment si vous utilisez les modes priorité ouverture et priorité vitesse, c'est-à-dire que vous laissez la main à certains paramètres à votre appareil photo. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure et comme je l'ai répété plusieurs fois pendant cette vidéo, lui, il va faire en sorte d'arriver à une exposition à 0. Et encore une fois, je le répète, je sais, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment important. C'est pas forcément l'exposition qui va vous convenir. Vous allez peut-être vouloir dans certaines situations surexposer légèrement ou sous-exposer légèrement. Le souci, c'est que si vous êtes en priorité ouverture, par exemple, vous souhaitez une certaine profondeur de champ, vous réglez votre ouverture, votre appareil photo, lui, va gérer la vitesse et la sensibilité ISO pour arriver à une exposition correcte selon lui. Vous ne pouvez plus bouger l'ouverture, vous n'avez pas la main sur la vitesse et la sensibilité ISO. Donc pour rattraper ce que fait l'appareil photo, vous avez ce qu'on appelle la correction d'exposition qui va vous permettre de rajouter une surexposition ou de rajouter une sous-exposition. L'échelle de la correction d'exposition, c'est exactement la même que celle qui vous permet de savoir l'exposition de vos photos, que celle qui est affichée dans votre viseur quand vous mettez l'œil dans le viseur de votre appareil photo, en dessous des collimateurs et tout ça, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. On a la même échelle pour la correction d'exposition avec un point central à 0. Quand cette correction d'exposition est réglée à 0, ça veut dire que elle n'impacte pas l'exposition de vos photos. Il n'y a pas de correction d'exposition. Par contre, si vous allez dans le positif, vous allez sur chaque photo surexposer, par exemple de +1. Si vous mettez votre correction d'exposition à +1. Si vous la mettez à -1, vous allez sous-exposer vos photos de -1. Donc voilà. À vous de trouver après, il n'y a pas de réglage miracle, hein, ça dépend des situations et ça dépend vous de ce que vous souhaitez comme rendu. Mais la correction d'exposition va vous permettre voilà, de rattraper ce que fait l'appareil photo avec les deux paramètres que vous lui donnez l'ordre de régler pour corriger l'exposition de vos photos. Voilà. C'est principalement pour ces deux modes de prise de vue, hein, priorité ouverture et priorité vitesse. En mode manuel, on peut s'en servir, mais c'est un peu moins utile puisqu'on a la main sur les trois paramètres. Donc on est capable, nous, en direct, de rattraper le coup et de vraiment arriver à l'exposition qui nous va bien en réglant ces trois paramètres-là. Donc on s'en sert quand même beaucoup moins en manuel. Enfin en tout cas moi, je m'en sers moins en manuel, mais je m'en sers quand même beaucoup en mode priorité ouverture et priorité vitesse parce que ça permet de corriger les choix que fait l'appareil photo dans certaines situations. Donc voilà, j'ai fait le tour sur l'exposition photo. Donc comme je l'ai dit au début, toutes mes prochaines mini-formations seront sur ce format-là, sur format enregistrement. Malheureusement, ça a un impact que vous ne pouvez pas interagir avec moi en direct. Hein, c'est la raison pour laquelle j'avais prévu de faire ça en live. Mais voilà, c'est pas trop grave pour vous, ça permet d'avoir une super qualité pour les 5 cours que je vais vous proposer durant l'été. Et puis de toute façon, si vous avez la moindre question en rapport avec le sujet de la mini-formation, donc en l'occurrence là, tout ce qui touche à l'exposition photo, si vous avez une question, vous me la laissez en commentaire de la vidéo et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Hein, voilà. J'essaye de répondre le plus rapidement possible à toutes les questions qui peuvent arriver par mail, sur YouTube, sur mon blog. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez la moindre interrogation, la moindre incompréhension, il y a la zone commentaire juste en dessous de la vidéo pour le faire. Donc il faut pas se priver. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine mini-formation qui arrive fin de semaine, vendredi. Donc c'est parfait, ça va traiter sur les modes les plus importants à utiliser pour votre appareil photo. Et moi je vous dis à bientôt, allez bye bye. Et bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne, cocher la petite cloche. Alors oui, je sais, je le répète systématiquement, comme beaucoup de youtubeurs, mais sache que avec tous ces algorithmes YouTube, ça aide vraiment la chaîne. Et puis toi, ça te permet de te repérer. Alors à bientôt, ciao.